C'était le 21 avril dernier à la télévision autrichienne. Docteur, pouvez-vous nous dire comment va votre patiente ce soir? L'état de notre patiente n'a pas changé. Elle va toujours très mal. Son pronostic vital est engagé. Elle est toujours en soins intensifs. Je souhaiterais vivement que sa mère entre en contact avec nous. Nous pouvons lui garantir l'anonymat pour arriver à faire un diagnostic. Ce soir-là, les téléspectateurs pensent qu'il s'agit d'un simple appel pour retrouver une maman disparue. En réalité, c'est le premier épisode d'une effroyable histoire qu'ils vont progressivement découvrir, celle de Kerstin, 19 ans, qui, avec ses deux frères et sa mère, a vécu toute sa vie dans une cave. 15 jours plus tard, les habitants d'Amstetten, une petite bourgade paisible et coquette à 1 heure de Vienne, sont sous le choc. 2 ans à peine après l'affaire Natascha Kampusch, c'est un nouveau cas de séquestration qui secoue toute l'Autriche. Tous les objectifs des caméras sont rivés sur cette maison. La presse autrichienne l'a baptisée la maison de l'horreur. Toute cette affaire est horrible. C'est vraiment terrifiant. Comment une famille a pu vivre aussi longtemps dans cet endroit sans que personne ne s'en aperçoive? C'est tellement négatif pour l'image de l'Autriche. C'est dans cette maison, aujourd'hui sous haute surveillance policière, que le drame s'est joué pendant près d'un quart de siècle. Joseph Fritzl, un père de famille de 73 ans, a séquestré et violé sa fille Elisabeth durant 24 ans dans la cave de sa maison. De cette relation incestueuse sont nés 7 enfants, dont Kerstin, 19 ans. Un scénario machiavélique que cet homme, a priori ordinaire, avait mûrement réfléchi. Tout commence en 1978. Joseph Fritzl, ancien ingénieur en électronique reconverti dans l'immobilier, vit à Amstetten avec sa femme Rosemarie. Dans le plus grand secret, l'homme entretient une relation incestueuse avec sa fille Elisabeth, alors âgée de 12 ans. Il veut la garder sous sa coupe une fois adulte, alors il va trouver un stratagème. Construire un incroyable abri anti-atomique sous sa maison pour l'emprisonner. Fritzl obtient même un permis de construire. À la mairie, à l'époque, ce n'était qu'une simple formalité. Nous étions en pleine guerre froide et ce n'était pas inhabituel de nous demander des permis de construire pour fabriquer des abris. Car l'Autriche était neutre et nous étions entre les deux blocs. Pendant 6 longues années, l'ancien ingénieur construit seul son bunker souterrain, méticuleusement, pièce par pièce. Alors que la mairie ne lui a délivré qu'un permis de construire pour une petite cave, il va creuser sous le jardin un étonnant cachot de 60 mètres carrés. Il y a 5 pièces. Son bureau, une première petite chambre, une cuisine, une salle de bain et enfin une plus grande chambre. Un espace sans fenêtre ni lumière du jour, avec seulement 1,70 m de hauteur sous plafond. Pour y accéder, il dissimule derrière des étagères une porte blindée de plus de 300 kg. Il installe un ingénieux système de verrouillage avec un code à l'entrée et un autre à la sortie. Fritzl termine ses travaux en août 84. Il peut enfin mettre son plan à exécution. Elisabeth, qui termine alors ses études secondaires, a 18 ans. Son père la tire dans la cave, la menotte et la drogue. Elle ne reverra plus la lumière du jour pendant 24 ans. Mais comment expliquer sa soudaine disparition? Joseph Fritzl laisse entendre que sa fille aurait été embrigadée dans une secte. Elisabeth est officiellement portée disparue et sa mère, Rosemarie, y croit dur comme fer. À l'époque, elle se confie à Gertrude, une de ses amies. La femme de Joseph Fritzl est une femme charmante.
et une bonne mère. Un jour, elle est venue se confier à moi quand sa fille a disparu. Elle n'avait aucune nouvelle. Elle avait disparu dans la nature. Elle pensait qu'elle avait sûrement intégré une secte. Pendant ce temps-là, dans le sous-sol de sa propre maison, Elisabeth vit un calvaire. Elle est violée quotidiennement par son père. Tout au long de ces années, il lui fait 7 enfants. Elle accouche sans aucune aide médicale. Un des nourrissons meurt à sa naissance. Joseph Fritzl brûlera le corps dans la chaudière pour s'en débarrasser. Pour éviter qu'ils ne soient trop nombreux dans la cave, Fritzl décide de libérer 3 de ses enfants. Et là aussi, il met au point un scénario pour ne pas éveiller les soupçons. Il les dépose un par un devant la porte d'entrée de sa maison. Et à chaque fois, il exige qu'Elisabeth rédige une lettre pour faire croire qu'elle a déposé elle-même les enfants. Voici ce qu'elle écrit. Je vous demande de vous occuper de lui et éventuellement de l'adopter. Je vous donnerai de mes nouvelles plus tard. Ne me cherchez pas, je vais bien. Ces lettres trompent tout le monde. La femme de Joseph Fritzl comme les autorités. L'homme obtient facilement l'adoption des 3 enfants. L'enquête de routine des services sociaux ne révélera rien d'anormal. Les services d'adoption ont fait des recherches et ont fait appel à plusieurs organismes sociaux pour obtenir des informations et nous n'avons trouvé aucun élément contre lui. Joseph Fritzl mène désormais une double vie dans la même maison. Au sous-sol, côté jardin, avec sa fille Elisabeth et 3 enfants. À l'étage, côté rue, avec sa femme Rosemary et les 3 enfants adoptés. Pour les voisins et les commerçants de la petite ville, Fritzl passe alors pour un grand-père protecteur. Nous n'avons jamais eu le moindre doute. Il s'occupait bien des enfants qu'il avait trouvés devant sa porte. Il les emmène à la chorale, au solfège et souvent chez le boulanger, juste en bas de la maison. Alexander, le petit garçon, était mignon avec une bonne bouille. Monica avait l'air normale. Les 3 enfants adoptés sont scolarisés dans cette école. Nous avons retrouvé le meilleur ami de l'un d'entre eux, Alexander. C'est qui le meilleur ami d'Alexander? C'est lui, c'est lui. C'est mon pote. Il est sympa. Je suis allée chez lui. Son père était comme tous les papas. Fritzl n'attire pas l'attention. Au fil des années, il organise même sa vie de telle sorte qu'on ne puisse pas découvrir son secret. Il faut dire que l'homme est malin. Même Gertrude, la vieille amie de Rosemary, qui pourtant ne l'appréciait guère, le reconnaît. Il n'est pas idiot. Pour accomplir de tels actes, il faut avoir quelque chose dans la tête. Il savait exactement ce qu'il faisait. Fritzl possède plusieurs résidences, dont ce terrain de camping à 2 heures de route de chez lui. Durant les vacances et les week-ends, il y laisse souvent sa famille officielle. Pendant ce temps, lui rentre à la maison s'occuper de sa famille souterraine. Il en profite alors pour faire des réserves de nourriture. Pour ne pas éveiller les soupçons, il ne faisait jamais ses courses dans le centre-ville. Il préférait acheter ses provisions dans les environs. À plusieurs reprises, Fritzl prend le risque de s'absenter quelques semaines pour des vacances à l'étranger. Auparavant, il a pris soin de remplir le congélateur de la cave. C'est divin le massage. On le voit ici, en Thaïlande. Hé toi là, arrête de me filmer comme ça. Souriant et détendu, Joseph Fritzl semble alors loin du tyran qui séquestre une partie de sa famille. Et cette double vie aurait pu durer encore longtemps si l'un des enfants détenus dans la cave n'était tombé malade. Il s'agit de Kirstine, 19 ans. Mi-avril, la jeune fille tombe dans le coma. Affolée, Fritzl décide de l'emmener à l'hôpital. C'est la première fois de sa vie qu'elle sort de la cave.
Inconsciente, Kirstine souffre d'un mal mystérieux. Son état inquiète les médecins. Bien que sa mère soit portée disparue, ils tentent de la contacter pour connaître ses antécédents médicaux. C'est une question de vie ou de mort. Voilà pourquoi il lance un appel à la télévision. Face à cette pression, Fritzl cède. 5 jours plus tard, il autorise sa fille Elisabeth à sortir de la cave pour la première fois depuis 24 ans. Il la conduit à l'hôpital, au chevet de sa fille. Les médecins sont abasourdis par son état physique. Elle affirme avoir 42 ans, mais avec ses cheveux blancs, elle en fait 20 de plus. Intriguée, la police l'interroge et organise une confrontation avec son père. Fritzl passe rapidement aux aveux, il reconnaît tout. Les 24 ans de séquestration, les viols, les 7 enfants. Il est immédiatement emprisonné. Rudolf Mayer, son avocat, a pu le voir 1 heure au parloir depuis son incarcération. Il m'a dit qu'il était malade, qu'il regrettait ce qu'il avait fait et qu'il en avait honte. Il ne peut pas expliquer ce qu'il a fait. Ce sera au psychiatre de donner les raisons de tels agissements. S'il est reconnu coupable, Joseph Fritzl risque la prison à perpétuité. Quant à sa fille, Elisabeth et ses enfants, depuis, ils ont été hospitalisés dans cette clinique psychiatrique. Protégés par des vigiles, ils ont été installés dans un pavillon à l'écart des autres patients et à l'abri des journalistes. D'ici à la fin de la semaine, les services de l'état civil leur délivreront une nouvelle identité.